Allez, votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus, bonjour. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors, vous avez vu, j'imagine, par morceaux, peut-être pas dans son intégralité, le discours de politique générale d'Édouard Philippe, Premier ministre, hier à l'Assemblée. Il nous a parlé des baisses d'impôts pour les classes moyennes. Il nous parle de 27 milliards d'euros. D'ailleurs, 27 milliards d'euros, il nous dit, le chiffre était balancé comme ça. C'est historique en termes de baisse d'impôts sur les ménages, c'est vrai, ça, historique. Oui, Est-ce qu'il prend en compte aussi les hausses de CSG, les hausses de taxes sur le tabac Au CSG, il n'y en a plus, puisque les retraités... Pas tous. Si, il a été dit que plus tard, plus tard, serait l'ensemble des retraités, oui. Oui, Donc c'est un gros point de PIB, donc c'est quand même beaucoup, oui. Ce qui est gênant, si vous voulez, c'est assez facile de baisser les impôts, d'augmenter la prime d'activité. Le problème, c'est que nous sommes dans un pays où, il n'y a aucun gain de productivité. Les gains de productivité sont à zéro sur les 2 dernières années. Et 2, où le déficit public va être... si on corrige, vous savez, il y a ce double effet du CICE cette année, enfin qu'il est de l'ordre de 2,5%, ouais. Et donc on n'a pas de marge de manœuvre. Et donc, en réalité, la complication pour le gouvernement, c'est qu'il n'y a absolument aucun revenu à distribuer. Le fait que la productivité n'augmente pas, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on crée beaucoup d'emplois. Et on l'a vu d'ailleurs. 93 000 emplois au premier trimestre. On a eu les chiffres INSEE hier. Pardon, oui, on n'a pas eu le temps d'en parler hier, mais c'est intéressant parce que 94 000, quasiment pour être précis, au premier trimestre, chiffre de l'INSEE, 220 000 sur un an, alors qu'on a une croissance qui n'est pas. Oui, pas alors l'emploi croît autant que le PIB, même un peu plus vite que le PIB d'ailleurs. Et donc, on a une économie qui crée beaucoup d'emplois. Ça vous surprend? Cette ampleur-là vous surprend? Ce qui se passe, c'est... Alors d'abord, message numéro 1, les entreprises sont optimistes. Rappelez-vous qu'elles ont dit aussi qu'elles allaient augmenter leurs investissements de 11% cette année. Leurs encours de crédit ont augmenté de 6% sur un an. Elles créent beaucoup d'emplois. Donc ça tue l'idée qu'il y a du pessimisme et que tout va aller mal, quoi. Les entreprises qui sont quand même en contact avec la réalité sont optimistes. Donc peut-être qu'il faut que les économistes mettent ça aussi dans leur scénario. Deuxième chose, pourquoi est-ce que les gains de productivité sont faibles? Probablement parce qu'on crée des emplois peu productifs. On crée des emplois dans la construction, dans les services à la personne, dans la distribution, dans le transport, avec des niveaux de productivité faibles. Ouais. Donc c'est des emplois pour lesquels il faut beaucoup d'emplois pour faire de la production. Donc on ne crée pas des bons emplois, ça vous dit? Mais si, parce que ça, c'est toujours un débat. Mais par ailleurs, hein. les chômeurs sont peu qualifiés. Le taux de chômage des peu qualifiés, c'est entre 16 et 17%. Le taux de chômage des qualifiés, c'est 4%. Ouais. Donc si on veut faire baisser le chômage, il faut créer des emplois peu qualifiés. C'est ce que fait aujourd'hui l'économie française. Donc il faut s'en féliciter. Mais ça veut dire que tout notre surplus sert à créer des emplois. Ouais. Ce qui est bien, puisqu'on fait baisser le chômage. Ouais. Hein, et que donc, il n'y a rien à distribuer pour ceux qui ont déjà un emploi en réalité, puisque tout le surplus de croissance va à la création d'emplois. Ouais. Et certains disent, pour revenir encore une fois dans le sujet, mais pour revenir au discours de politique générale d'Édouard Philippe, c'est que le talon d'Achille, parce qu'il est précis quand il s'agit de dire 27 milliards d'euros de baisse d'impôts, par contre, quand il s'agit de dire comment c'est financé, on y revient toujours, les mesures pour le financer, oui. Ça reste toujours... flou, pardon, c'est le talon d'Achille de la politique économique du gouvernement. C'est-à-dire que la maîtrise de la dépense publique... Mais d'un point de vue plus général, vous voyez la situation. Le gouvernement s'engage, parce qu'il y a cette demande sociale, à distribuer du pouvoir d'achat. 2, le gouvernement s'engage à baisser les impôts, parce qu'il y a aussi cette demande de baisse d'impôts. Donc on tire un trait sur la maîtrise de la dépense publique. Et 3, il y a sans doute des investissements publics indispensables qui doivent être faits dans l'hôpital, dans la transition énergétique, enfin voilà. Et 4, la France s'endette à 10 ans ce matin à 0,1%. Donc c'est trop tentant. 10 points de base. 10 points de base. On attend d'ailleurs, pour ouvrir le champagne, le moment où le taux d'intérêt sera négatif pour la France. Plus bas historique. Et donc, voilà. Et donc, c'est trop tentant. Mais c'est pas con, c'est pas inepte de s'endetter. Ça dépend ce qu'on en fait. S'endetter quand ça coûte zéro, quand ça coûte rien, ça dépend ce qu'on en fait. Oui, si je m'endette pour baisser les impôts des ménages, honnêtement, il y a quand même peu de gens qui peuvent défendre que c'est une bonne idée. Si je m'endette, c'est ce qui est fait pour le coup. Oui, et ça c'est quand même dangereux. Si je m'endette pour financer les énergies du futur, remettre de l'argent dans l'hôpital, remettre de l'argent dans le système universitaire, c'est plutôt une bonne idée, quoi. Donc tout dépend de ce qu'on fait de l'argent. Ce qui m'ennuie beaucoup, on voit la même chose en Italie. Vous avez cette demande de pouvoir d'achat, il n'y a pas de gain de productivité, donc on ne peut pas donner de pouvoir d'achat. On distribue que la productivité qu'on a, or il n'y en a pas. Donc la seule façon de donner du pouvoir d'achat, c'est de le faire par le budget de l'État.
Et à crédit. Et comme les taux d'intérêt sont de zéro, on y va, quoi. Et simplement, si on utilise le budget de l'État pour distribuer du revenu, c'est une très mauvaise idée. C'est à nouveau la réflexion que nous devons avoir, c'est une réflexion sur, comme les taux sont à zéro, il y a plein d'investissements publics qui deviennent faisables et qui ne l'étaient pas dans un monde de taux d'intérêt plus élevés. Regardez, l'isolation de l'habitat ancien, c'est un truc qui n'est pas très rentable économiquement, c'est d'autant plus facile de le financer que les taux d'intérêt sont bas. Mais distribuer de l'argent aux ménages pour qu'ils le consomment, on ne doit pas faire ça. Donc normalement il a tout faux, le gouvernement. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire que c'est toujours la même discussion que pendant le plein de la crise des Gilets jaunes. Il y a une demande de pouvoir d'achat, ils veulent dire oui. Parce qu'ils ne veulent pas dire non à cette demande de pouvoir d'achat. Il y a deux façons de le faire, soit en montant les salaires, mais comme il n'y a pas de gain de productivité, si vous montez les salaires, vous détruisez la profitabilité des entreprises et la compétitivité. Et puis on ne peut pas contraindre non plus toutes les entreprises à augmenter leur salaire. Monter le salaire minimum, qui est une demande qu'on entend. Simplement là, vous détruisez de l'emploi parce qu'il n'y a pas de gain de productivité, donc on ne peut pas augmenter les salaires, il n'y a pas de marge de manœuvre pour augmenter les salaires. Soit vous le faites par le déficit public, et ça ne coûte rien, puisque les taux sont de zéro. Et c'est une mauvaise idée, mais c'est une moins mauvaise idée que de le faire par les salaires. Ouais. Sur la taxe d'habitation, pour les 20% les plus aisés, donc ça sera décalé. Ça va être étalé sur 3 ans. Décalé, fait en 3 ans, mais à partir de 2021, voté en 2020. 23, donc voilà, c'est repoussé à 2023, un an de retard. Il fallait aller au bout pour le gouvernement de cette je crois qu'il y a une contrainte, si j'ai bien compris, il y a une contrainte constitutionnelle qu'il fallait... C'est vraiment ça le sujet ? Il y avait le risque que le Conseil constitutionnel retoque en disant voilà, une rupture d'égalité. Mais après, vous voyez, c'est quand même compliqué. On fait des seuils. Enfin, on est en train de mettre des seuils partout, quoi. Je veux dire, donc si on supprime un impôt, on le supprime, quoi. Je veux dire, on n'en supprime pas un bout et pas l'autre bout avec des effets de seuil. Fait qu'il y a des gens qui vont être juste au-dessus des seuils, en dessous des seuils. Enfin, c'est très mauvais les effets de seuil. C'est extrêmement dangereux. Ça, vous voyez, il y a tout le débat aujourd'hui sur les effets de seuil sur les retraites, quoi. Si j'ai 1999 euros de retraite, je ne paye plus la CSG. Si j'ai 2001 euros de retraite, je paye la CSG. Donc évidemment, quand vous remettez des seuils, ça complique vraiment les choses, ça crée des imperfections. Donc voilà, si on enlève un impôt, il vaut mieux l'enlever entièrement. Ouais, justement, un petit mot, parce qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure, sur les retraites, vous en pensez quoi? On a le sentiment que le gouvernement avance à pas compter cette réforme des retraites. Édouard Philippe en parlait hier. On a compris que tout sera fait pour inciter les Français à travailler plus longtemps, avec un possible malus avant 64 ans. C'est une façon quand même de repousser l'âge légal de départ sans le dire. Oui, mais le problème est le suivant. Si on était dans un monde parfait, quand vous mettez en place un système de retraite par points, il est ce qu'on appelle neutre actuariellement. Ouais. C'est-à-dire que si vous restez plus longtemps au travail, on vous rend 100% de vos cotisations supplémentaires, donc c'est neutre. Et donc le choix de l'âge de la retraite, c'est un choix de votre niveau de vie à la retraite. Et donc on pourrait abandonner toute règle sur l'âge de la retraite. En disant, faites votre marché. Vous savez à chaque instant combien vous avez de retraite si vous partez aujourd'hui. Et c'est neutre, donc si vous restez plus longtemps... Mais on tend vers ça, Voilà. Sauf que dans les pays où on a fait ça, on s'est aperçu qu'il y avait un biais de comportement, que ça poussait les gens à partir trop tôt à la retraite. Et que du coup, ils avaient trop tôt. En acceptant une petite retraite. Et que ça crée après plein de problèmes de pauvreté chez les retraités. Donc on a peur que ce système qui normalement donne une complète liberté du choix de l'âge de la retraite, normalement dans un système à points, il n'y a plus de durée légale, il n'y a plus d'âge légal, il n'y a plus de trimestre. Vous partez quand vous voulez, partir à 40 ans si vous contentez de très peu d'argent. Oui, mais c'est un choix personnel. Voilà. Mais on sait que le risque, c'est que les gens partent trop tôt et puis finalement le regrettent après parce qu'ils auront une trop petite retraite. Donc il faut mettre une espèce de surbonus sur le fait de travailler un peu plus longtemps. Qu'il y ait une asymétrie entre le bonus et le malus, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il faut que ça soit de la surneutralité actuarielle, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous restez plus longtemps, on vous rend plus que ce qu'on devrait normalement vous donner, quoi. Ouais. Et on clôt le sujet des retraites. Quand même, on en parlait hier du rapport du Conseil d'orientation des retraites, le corps, qui nous a dit que finalement, à horizon 2022, il y aurait 9 milliards... dans le vieux système. Hein. Dans le vieux système. Dans le vieux système calibré comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on est à 9 milliards d'euros c'est normal. de déficit. Non, mais c'est pas dramatique, quoi. C'est pas dramatique, mais un système de retraite doit être équilibré. La grande vertu du prochain système, si on va jusqu'au bout de cette réforme, c'est qu'il n'y a plus d'intervention politique dans le fonctionnement du système de retraite. Il est calibré pour être tout le temps équilibré. Hein. Et donc, il y a un ajustement du point qui est en fonction, 1, de la démographie et 2, de la situation économique qui maintient... C'est un peu au petit bonheur la chance. C'est qu'on va cumuler des points et on saura que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans,
Combien vaudront Alors, ces la points démogra- quand on convertira alors, ces points en euros, sonnant et trébuchant? Oui, la démographie, vous pouvez en gros la prévoir. Si Pas la l'économie va croissance. très mal pendant 10 ans, bah oui, les retraites, mais même les retraites peuvent baisser dans ce système, hein, si l'économie va vraiment très mal. Ouais. Mais c'est un système où il n'y a plus le gouvernement qui, dans la nuit du 15 août, repousse l'âge de la retraite. Quoi. C'est-à-dire ce qu'on a en vécu catimini. quand même depuis les années 90. Donc c'est un truc transparent où le système est toujours équilibré. C'est pas vrai que ça fait baisser les retraites. On entend souvent dire ça. Ça fait pas Bah baisser. si, à l'étranger, vous disiez qu'à l'étranger, le principe c'est que les gens partent Oui, non, mais plus ça, tôt. parce qu'il y a un biais de comportement qui fait attention. On Mais- aura le même en mais- France, on mais n'est a pas, priori, on n'est pas on va, différent des autres. on va décider qu'on consacre, comme aujourd'hui, 14% du PIB à payer Ouais. des retraites. On ne va pas baisser le montant de Non, la non. masse des retraites. Donc il n'y aura pas de baisse de retraite, contrairement à ce qu'on a entendu. Et c'est un système où, normalement, et en gros, c'est une règle automatique de pilotage qui fait que le système est toujours équilibré. Bon, on parlait des créations d'emplois en France. Là, on pourrait regarder ce qui s'est passé aux États-Unis. On traverse l'Atlantique. C'est intéressant quand même. On a les chiffres du mois de mai. Oui. Ça a sacrément ralenti. 100 000 de moins qu'attendu, 75 000 sur le mois de mai. On a des signaux quand même sur l'investissement qui recule, la consommation qui est faiblarde. Est-ce que ça ralentit plus vite que prévu aux États-Unis? Bah, moi, je crois que d'abord qu'il y a une bonne nouvelle aux États-Unis qui est peu relevée, c'est que les gains de productivité, c'est tout à fait l'inverse de l'Europe, sont devenus extrêmement élevés. On a des gains de productivité qui sont presque à 2,5% par an. Alors évidemment, on arrive au plein emploi, à 3,6 de chômage, quand même, probablement, on est au plein emploi. Au plein emploi aux États-Unis, on crée à peu près 100 000 emplois par mois. Hein, c'est purement de la démographie, quoi. Ce qui permet d'aspirer les nouveaux entrants. Donc 100 on 000 stabilise emplois, le taux de chômage. est plat, peut-être un tout petit peu moins maintenant, parce qu'il y a moins d'immigration. Donc il va falloir s'habituer à ce qu'aux États-Unis, on ait 80, 90 000. Donc c'est pas dramatique. Non, c'est normal, parce que On est au plein emploi. on va avoir 80, alors, je crois que c'était 75 000, le chiffre de vendredi. On va avoir 80, 90 000 créations d'emplois par mois. Mais si on garde 2,5 de productivité, on aura une croissance qui sera à 2,7, 2,8. Hein. Alors, est-ce que la croissance peut être beaucoup plus basse que ça? Parce qu'on a un indicateur de probabilité de récession à 12 mois de la fête de New York qui est sorti hier, qui approche du seuil critique, je ne connaissais même pas, c'est dans les Échos que j'ai lu ça, qui approche des 30%. Et donc, certains disent que les risques de récession se rapprochent. Je n'en crois pas un mot, parce que je pense que tout ça a été calé à une autre époque. Aujourd'hui, on n'a pas d'inflation. Comme on n'a pas d'inflation, les taux d'intérêt restent extrêmement bas et la Réserve fédérale va même baisser les taux d'intérêt peut-être à partir même du mois prochain. Ah, c'est acté. Pour le marché, la probabilité, c'est 100% oui. que les taux on verra. baissent. Mais enfin, ils vont les baisser. C'est pas... donc, on a des taux très bas. Il n'y a pas d'inflation. Comme les taux sont très bas, il n'y a aucun problème de solvabilité des emprunteurs, que ce soit les entreprises ou les ménages. Comme les taux sont très bas, on va peut-être avoir... l'immobilier s'affaiblit un peu aux États-Unis, mais il n'est pas en train du tout de s'effondrer. Et l'investissement des entreprises, il est en croissance forte aux États-Unis encore aujourd'hui. Hein. Et quand vous regardez les chiffres, ce qui se retourne, c'est le logement, hein, mais pas considérablement. Bien sûr, un peu les exports, mais ça c'est tout le monde parce que le commerce mondial est un peu plus faible. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de signe aux États-Unis que l'économie va être très faible. Et par ailleurs, à nouveau, on ne peut pas du tout extrapoler ce qu'on a vu dans le passé. C'est-à-dire, dans les récessions du passé, ce qui déclenchait la récession, c'était la hausse des taux d'intérêt. Ouais. Et là, la Fed, elle baisse les taux d'intérêt. Donc, mais il y a besoin, encore une fois, qu'elle baisse les taux. Le problème, alors c'est encore 6 mois, on nous parlait de hausse elle de est taux. confrontée au même sujet que la BCE, c'est que l'inflation diminue. Donc l'inflation diminue, et donc elle se dit, je ne prends pas de risque. En gros, le risque inflationniste, il est nul, donc je ne prends pas de risque avec la croissance, je baisse les taux. Je vois que l'immobilier est un peu faible, donc baissant les taux, les taux des crédits immobiliers à des mortgages ont déjà baissé de 100 points de base en quelques mois. Donc je continue peut-être à empêcher que l'immobilier recule trop. Je soutiens le marché des actions. Voilà. Donc la Fed a raison. La Fed a raison. Bon, ils peuvent le faire. Enfin, je veux dire, ici, s'ils sont à 2,5, le marché dit qu'ils vont à 1,50, donc ils vont baisser de 100 points de base. Mais même s'ils descendent à 2, si vous voulez, bon, ils peuvent le faire. Et honnêtement, à nouveau, on ne peut pas exhiber aujourd'hui, objectivement, aux États-Unis, à part des trucs totalement mécaniques, hein, c'est la 10e année de croissance, donc voilà, mais ça n'a aucun sens. On ne peut pas exhiber une faiblesse manifeste de l'économie américaine qui emmènerait une croissance extrêmement faible. À nouveau, donc vous ne croyez pas à la récession sous 18 mois, vous y croyez pas à la récession? Non, on va être un peu en dessous du potentiel. Mais moi, je pense qu'on va être vers 2% de croissance. Donc pas de récession aux États-Unis? Non, je ne crois pas. Et à nouveau, je ne vois pas ce qui la déclenche. Moi, je veux bien tout admettre, mais qu'est-ce qui déclenche une récession? Les entreprises ont des profits très élevés. Le taux de à quel horizon? Pas de récession aux États-Unis, à quel horizon? Peut-être jamais. Enfin, je veux dire, on peut défendre la thèse que quand les taux d'intérêt sont très bas, même en fin de cycle, au lieu d'avoir une récession, on a simplement un épisode de croissance modeste, quoi.
On va par une croissance forte aux États-Unis. Enfin, peut-être on va être autour de 2. En même temps, ce n'est pas du tout le signal que nous envoie le marché obligataire mondial et américain. Alors, le marché en Europe, c'est beaucoup plus clair. Parce que le marché obligataire américain, effectivement, les taux sont à 2,20 à 10 ans. Mais le marché action américain se porte relativement bien. Alors, par contre, là où les investisseurs attendent vraiment une récession, c'est l'Europe. En Europe, les investisseurs vendent les actions, spéculent contre l'euro et achètent les dettes sans risque. Donc c'est en Europe que les investisseurs voient une récession, pas aux États-Unis. À juste titre. Non, ils ont tort aussi. En Europe, on a... regardez ce qu'on vient de dire sur les entreprises. Les entreprises, elles sont dans le terrain. Vous croyez que si les entreprises sentaient venir une récession, elles embaucheraient comme des brutes, elles investiraient comme des brutes, elles s'endetteraient comme des brutes. Alors pourquoi le marché se trompe? Parce que le marché a peur de l'environnement, ce qui est compréhensible. Il y a les droits de douane. Alors on voit que les droits de douane de Trump utilisent, ce qui est extrêmement dangereux, utilise les droits de douane pas du tout dans un conflit commercial. On dit que c'est un trade war, une guerre commerciale. C'est pas une guerre commerciale. Il utilise les droits de douane comme moyen de pression pour obtenir ce qu'il veut dans les pays. Donc en Chine, il veut venir vérifier que les brevets sont respectés. Au Mexique, il veut que les types empêchent les Américains, les Mexicains empêchent les Américains du Sud de passer la frontière du Mexique, etc. C'est pas une guerre commerciale. C'est l'utilisation des droits de douane comme moyen de pression sur les pays pour obtenir autre chose, mais qui n'est pas nécessairement du tout dans le domaine commercial. Ça, je suis d'accord, c'est extrêmement dangereux. On n'est pas dans une dispute commerciale, on est dans un rapport aussi. Oui, c'est un rapport de force. Ils ne demandent pas aux Chinois. Ce qu'ils demandent aux Chinois, c'est de respecter la propriété intellectuelle. Et simplement d'ouvrir leur marché. Oui, d'ouvrir les marchés. On pourrait le faire autrement. On pourrait traîner en justice les entreprises chinoises qui ne respectent pas la propriété intellectuelle. Non, il le fait par les droits de douane. Donc ça, c'est dangereux, je suis d'accord. Simplement, il veut être réélu. S'il utilise massivement l'arme des droits de douane, il va tuer la croissance des États-Unis aussi. Quand même, pendant longtemps, vous me disiez, ouais, ça n'a pas d'effet. Non, on disait, dans l'état actuel des choses, ça n'a aucun effet. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'en gros, s'il ne rencontrait pas ou ça n'avançait pas dans le cadre du G20, sa rencontre avec Xi Jinping, Donald Trump a dit 300 milliards de plus de surtaxe, je taxe toutes les importations chinoises. Oui, mais le problème, c'est qu'il commencera là à créer... Le problème, ce n'est pas un effet de revenu, on en a déjà parlé ici, puisque les droits de douane, vous les prenez, mais vous les rendez. C'est un problème... Pas dans la même poche non plus. Voilà, c'est pas la même poche. Non, mais surtout, le problème, c'est que vous désorganisez les chaînes de valeur. Parce que vous savez que plus de la moitié du commerce mondial, ce n'est pas du commerce en réalité. C'est des transferts de pièces à l'intérieur des multinationales. Et donc, Exemple Par exemple, un constructeur automobile américain qui fait venir de l'électronique d'Asie, Apple qui fait venir les iPhones de Chine, etc. Donc c'est des transferts à l'intérieur de multinationales, entre les filiales à l'étranger et la filiale dans le pays. Et donc si vous mettez des droits de douane, vous rendez inefficace l'organisation de la production, puisque les prix sont tordus. La segmentation de la production. Donc vous rendez inefficace la façon dont la production a été organisée. Donc c'est pas un problème de revenu, c'est un problème de désorganisation de la production. Bon, et là on se dit quand même qu'à court terme, parce que pendant longtemps, les marchés spéculent toujours sur le fait qu'il y aura un accord in fine entre Américains et Chinois. Moi je crois qu'il y en aura un. Mais on semble pour l'instant dans l'impasse, avec des représailles. Regardez le Mexique. Je crois qu'il y en aura. Quand on voit la rhétorique chinoise, on n'a même pas senti, en tout cas qu'à court terme, à la fin du mois. Ils ont quand même un énorme accord. Ils travaillent en ce moment, les Américains et les Chinois. Vous savez que l'accord en est à 3000 pages. C'est là où on en est, l'accord US-Chine. Il fait 3000 pages pour l'instant, ce qui était négocié. Qui prévoit à peu près tout et qui prévoit en particulier, ce qui crée un problème politique en Chine, un droit de regard des Américains, par exemple, sur le respect de la propriété intellectuelle, ce genre de choses. Ce dont la Chine ne veut pas, évidemment. Xi Jinping est d'accord. Alors après, est-ce qu'il y a des conservateurs derrière Xi Jinping qui pourraient ne pas être d'accord? Mais Xi Jinping, lui, c'est plutôt d'accord. Donc pour vous, à horizon, quoi, on est en semaine, en mois ou en trimestre? Non, je pense qu'on est... Alors ça, c'est dur de faire ça. Non, parce qu'il y a les élections aussi, encore une fois, il y a la réélection de Donald Trump. Est-ce qu'il a besoin ou pas d'avoir un accord? Non, mais surtout Donald Trump, il a quand même remarqué, normalement, que chaque fois qu'il annonce une mesure protectionniste, le marché action des États-Unis chute. Et le marché action des États-Unis, on avait cru comprendre que c'était son vrai objectif, de faire monter les actions. Et en plus, ça déplaît profondément aux Américains quand le marché action recule, parce qu'ils perdent leur retraite. Donc je ne crois pas que Trump puisse prendre le risque d'une crise des actions. Et pour ne pas prendre le risque d'une crise des actions, il faut qu'il aboutisse à des compromis dans les conflits. Donc je pense toujours qu'on aura un compromis États-Unis-Chine. Mais sauf qu'entre-temps, les marchés vont continuer à osciller entre... Si vous êtes un investisseur prudent et pessimiste, vous vous dites, bon, ça, c'est pas sûr. Peut-être que finalement, ça va très mal se passer. Ce matin, il y a comme 2 pétroliers qui ont été attaqués dans le détroit d'Ormuz. Donc, vous dites que le pétrole va monter. Ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout, par contre, le détroit d'Ormuz.
3. Ah. On est en direct et Patrick, il y a des gens qui appellent Patrick. J'avais éteint mon téléphone, je ne sais pas pourquoi il s'est rallumé. Oui. Et 3, vous avez le Brexit et on voit avancer à grands pas le Brexit sans accord. Ouais. Alors c'est surtout si c'est Boris Johnson. C'est un problème pour le Royaume-Uni, c'est pas tellement un problème pour l'Europe, mais c'est un problème pour le Royaume-Uni. 4, vous avez l'Italie où on voit que alors on est toujours au bord du précipice, mais évidemment on ne tombe jamais dans le précipice non plus. Mais enfin, si vous êtes un investisseur prudent et averse au risque, vous dites oula. Il y a tellement d'incertitudes que même si les économistes m'expliquent que l'économie va assez bien, pour l'instant, j'achète du cash et je ne touche pas au reste. Donc même si le marché a du potentiel, même si... Oui, le marché a beaucoup de potentiel, mais à nouveau, il y a plein d'incertitudes. Ce que je dis, c'est que fondamentalement, la macroéconomie de l'Europe et des États-Unis est plutôt bonne, hein, que nous avons toutes ces incertitudes, que les entreprises voient plutôt une économie meilleure que les macroéconomistes et que les investisseurs voient une économie bien moins bonne que les économistes. Alors, qui a raison? Les investisseurs qui sont noirs d'encre, les économistes qui sont, disons, raisonnablement optimistes ou les entreprises qui sont très optimistes? Moi, je trouve qu'il faut. Les économistes devraient regarder plus les entreprises. Quoi. Je disais avant, ce signe de l'optimisme des entreprises, c'est quand même un signe important. Hein. C'est quand même dur d'avoir une récession avec des entreprises optimistes. Quoi. Ouais. Mais c'est dur d'avoir un marché haussier avec, encore une fois, oui, mais je crois à nouveau profondément. Oui, bien sûr. Mais je crois profondément que beaucoup d'investisseurs ne voient pas qu'on n'est pas dans le même monde qu'il y a 10 ans et que tous ces modèles de probabilité de récession sont calés sur le passé. Il y a 10 ans, à la fin d'un cycle d'expansion, les profits des entreprises étaient à la cave parce que les salaires montaient, que les taux d'intérêt montaient. Il y avait de l'inflation et les taux d'intérêt montaient. Les prix des actifs se retournaient. Tout le monde était trop endetté. On est dans un nouveau monde, c'est ça? On faisait des politiques budgétaires restrictives. On est dans un monde totalement différent où il faut s'interroger sérieusement, et ce n'est pas de la provocation bête, sur la possibilité. On retrouve uniquement des cycles très modérés. Alors vous savez, c'est les vieux cycles que les économistes attribuent à Paul Samuelson. Hein, c'est que simplement, à un certain moment, on a trop acheté de logements, donc on achète un peu moins de logements. Mais c'est plus du tout des crises comme on a vu avec les chocs financiers. C'est des espèces d'oscillations de l'économie. Ouais. Ça, c'est vrai, sauf en cas de choc, vu les montants, la taille des flux de capitaux, on se dit qu'en cas de choc... Panique, quoi. Sauf panique, là, pour panique. Mais plus l'économie réelle en tant que telle, elle est plutôt en train d'être extrêmement robuste, puisque à nouveau, les profits sont élevés, les dettes sont tout à fait supportables avec des taux d'intérêt très bas. Avec des banques centrales qui sont à la manœuvre. L'emploi continue à augmenter. Enfin, les politiques budgétaires n'ont pas besoin de devenir restrictives parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc on est dans un autre monde. Donc il faut aussi faire attention à ne pas copier les cycles les modèles du passé. Oui. Voilà, puis l'avenir, on en parlera. On se retrouvera à Aix notamment. Hein. On sera absolument ensemble pour les rencontres économiques d'Aix. Et on se reverra d'ici là, évidemment, pour parler de tout ça. Patrick Artus, donc chef économiste de Natixis, qui était notre invité, votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama.